Bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. Est-ce que ceux qui sont jamais venus à la base peuvent lever la main, s'il vous plaît? Bah non, vous êtes venus maintenant. Je vais faire un petit mot très rapide pour réintroduire le cycle, pour savoir voilà, ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on fait en général. Donc la base, c'est ce lieu associatif, c'est un bar associatif et un lieu qui réunit une dizaine d'organisations qui travaillent sur l'urgence climatique et sociale, et qu'on choisit d'ouvrir ce lieu pour travailler un peu plus ensemble, unir leurs forces et surtout organiser des événements de sensibilisation, de formation pour accélérer la mobilisation citoyenne sur ces sujets. Donc on organise un certain nombre d'événements et ce week-end, c'est un week-end sur le thème Changeons le système, un autre monde est possible, où en fait on parle un peu d'effondrement et de ce que ça signifie, quels sont les contours des théories de l'effondrement, comment on peut y réagir et comment on peut agir pour l'éviter ou s'y préparer en tout cas. Voilà, en gros. Donc, on va continuer. On avait commencé jeudi, vendredi. Ce matin, on a fait un atelier sur les fresques du climat et des déchets. Je pense que c'était très intéressant de comprendre les liens de cause à effet. Et il y aura d'autres ateliers de ce type-là ailleurs et à la base. Donc, pour ceux qui ont loupé le coche, il y aura d'autres occasions. On a en parallèle un escape game pour comprendre le thème de l'effondrement et le thème du déni, notamment, de manière ludique. Donc il y a encore des places demain en fin de matinée et en fin de journée. Vous pouvez vous inscrire sur Facebook, sur le Hello Asso. Toutes les conférences vont continuer tout le week-end. En parallèle, on a un partenariat avec la ressourcerie L'Alternative, qui organise le Repair Café qui est à la ressourcerie dans le 2e toute l'après-midi. Donc ils vous accueilleront avec grand plaisir si vous voulez, suite à la fresque des déchets, voir comment on allonge la durée de vie de nos objets en étant créatifs et en réparant tous nos petits amis du quotidien. Voilà. Et ce soir, on finira la journée en beauté et de manière artistique avec une performance chorégraphique et une jam. Et demain, une soirée d'improvisation théâtrale. On essaye de lier la prise de conscience, la compréhension, l'accompagnement psychologique et en même temps l'humour et l'art. Et du coup, un petit mot pour toute la décoration qui est incroyable aujourd'hui à la base. On a des petites cagettes qui sont en fait un musée de l'ancien monde. Donc vous pourrez lire attentivement les petites descriptions. Ça raconte un monde qui a périclité à travers des symboles que sont ces objets. Et il y a différentes choses. Le bar, c'est le bar du Nouveau Monde, donc des petites touches humoristiques sur ce qu'on peut y acheter. Et en parallèle, le confessionnal, donc c'est notre monde charge qui a été transformé en lieu de confession, de réaction, des petits messages qu'on peut laisser sur le dictaphone ou par écrit. Et qu'on essaiera de transformer de manière un peu artistique ensuite et qui laissera une trace du cycle. Voilà. Et puis, pour vous, ça vous permet de libérer peut-être des choses. Et justement, en parlant de libérer, donc merci beaucoup Cécile Entremont, d'avoir accepté notre invitation. Petite introduction rapide. Donc Cécile, tu es psychologue et psychothérapeute, engagée sur les sujets écologiques depuis très longtemps. Auteur du livre S'engager et méditer en temps de crise, dont on pourra parler ensuite et que vous pourrez voir à la fin de la séance. Et aujourd'hui, tu vas nous parler d'éco-anxiété, de la manière dont on peut réagir psychologiquement et émotionnellement à ces sujets d'effondrement, individuellement, collectivement, le déni, comment ça marche dans nos cerveaux, dans nos émotions, face à tous ces sujets qui sont assez lourds finalement. Voilà. Donc je te laisse la parole, et puis tu me fais signe quand tu veux que je revienne. Alors, merci de m'avoir invitée, ça me fait très plaisir. Alors, c'était un effort, hein. J'ai dit tout à l'heure que je m'étais levée à 5h50 pour traverser ma campagne, ensuite retrouver une gare de TGV, arriver à Paris. Pour moi, c'est toujours un effort terrible. Je dis toujours, je me perds beaucoup plus à Paris que je me perds dans les forêts, chez moi. Et donc, chez moi, c'est le fin fond d'une campagne en Bresse bourguignonne. Voilà. Alors, comme je disais un peu à Kathleen, c'est genre Yves Cochet, c'est-à-dire un endroit un peu perdu, avec pas mal de terrain, des bestiaux, etc. Voilà. Où j'ai aussi mon cabinet, puisque je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute. Je suis aussi docteur en théologie, voilà. Bon, et je fais plein de recherches et j'essaye toujours de lier tout un tas de domaines. Voilà.
Alors ça m'amuse, le confessionnal, tout comme ça m'a amusé les anciennes toilettes par rapport aux toilettes sages. J'ai trouvé ça très amusant. Alors je suis absolument ravie d'arriver dans ce lieu, un lieu jeune, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. J'ai participé à des tours de vélo climat avec Alternatiba l'année dernière et encore cette année au village des alternatives à Cluny, parce qu'on n'est pas loin, pas très loin de Cluny. Voilà, alors c'est pas un monde qui m'est inconnu. J'ai même un très très proche de moi, un jeune bien sûr, qui est militant à XR, enfin bref. Donc, j'ai envie de dire, toute la famille est un peu militante, parce que ça fait très longtemps que ça nous prend aux tripes. Hein. Moi, j'ai commencé en 1974, comme je dis à cette personne, je lui dis, toi, tu as fait la place du Châtelet, mais alors moi, j'ai fait le Larzac. Voilà. Voilà. Alors, je vais, en effet, parce que c'est mon thème, enfin, j'ai envie de dire, c'est mon thème de préoccupation depuis des années et des années. C'est pas pour rien que j'habite à la campagne maintenant, où j'ai beaucoup lu sur ce sujet. Ça fait très longtemps que je lis plus de romans, je ne lis plus que ces choses-là. Hein. C'est difficile, mais c'est passionnant en effet. Et puis parce que dans mon cabinet, dans mon exercice professionnel, je reçois des personnes comme vous et moi, et c'est-à-dire vous, beaucoup plus jeunes que moi, et même des vieux comme moi, qui sont aussi inquiets, hein, inquiets et touchés par ce qui se passe. Alors oui, je vais vous proposer de parler de tout ça. Rapidement, je vais vous dire mon plan, hein, c'est tout, il va être tout simple. Donc mon introduction, ça va être un petit peu les deux arguments, pourquoi on peut parler de psychologie au sujet de l'effondrement. Deuxièmement, la première partie, pour moi, ça va être de vous parler d'éco-psychologie, hein, surtout d'éco-psychologie. Alors, à partir, en effet, du déni, qu'il soit total ou partiel, des prises de conscience et de l'impact sur l'état psychique de beaucoup d'entre nous, sur le travail qui relie de Johanna Massy, hein, tout ce qui est de la libération émotionnelle, bon, toutes les dissonances cognitives qu'on est obligé de vivre dans ce monde. Comment on peut se sortir de cet effondrement qui nous atteint par tous les stades qui nous amènent à l'acceptation et au deuil, et reprendre nos capacités de penser et d'agir. C'est surtout ça qui compte, hein, au final. Et puis, une deuxième partie sur l'éco-spiritualité, parce que la psychologie et la spiritualité, maintenant, on est d'accord que c'est lié. Alors, ça m'amuse de voir un confessionnal, parce que c'était le vieux temps aussi, c'est comme les toilettes. Hein. Maintenant, c'est des confessionnals secs. Ça, c'est super. Il n'y a plus de curé dedans, mais on peut se libérer, voilà. Voilà, alors... L'éco-spiritualité, pourquoi ? Parce qu'il faut qu'on fasse un petit retour en arrière sur un anthropocentrisme qui a fait beaucoup de dégâts, à la fois à cause de notre culture chrétienne, enfin judéo-chrétienne, hein, et à la fois les sciences occidentales. Hein, ça a fait beaucoup de dégâts, tout ça. Comment on peut ressortir de là ? Retrouver une vision holistique du cosmos et de l'énergie, sortir de l'hyper-individualisme et puis du stress dans lequel on est, pour arriver à prendre soin de soi, prendre soin des autres, prendre soin de la terre et arriver à buen vivir. Alors moi, je ne prononce pas l'espagnol, mais je le dis comme ça. Et pour terminer à la fin, je dirais 4 piliers que je détermine pour qu'on avance dans cette période qui nous attend, enfin dans laquelle on est déjà entré, de l'effondrement. Bon, vous avez dû en parler depuis mercredi, alors j'insiste pas trop, vous êtes déjà bien dans le bain. Hein, voilà, mais alors, oui, comme des piliers pour se préparer émotionnellement et spirituellement à cette dégradation générale hein, qui arrive. Donc, je parlerai du sens du vivant, de la joie de la fraternité, c'est ce que je trouve ici avec les lumières, les décos, le rire, la danse. Alors ça me fait plaisir d'entendre ça. La force dans l'action. Et puis la beauté dans la contemplation. Alors, voilà, je vais essayer de rester dans le cadre. Alors, pour commencer, oui, dire qu'on a dû déjà vous le dire, mais l'effondrement, bien sûr, hein, ce n'est pas qu'un effondrement de biodiversité ou un effondrement climatique ou économique. En fait, c'est un effondrement systémique. Ça touche
tous les secteurs de notre vie et de notre vie dans nos pays, je dirais globalement au niveau du monde. Ça, c'est un premier argument qui m'amène à parler aussi de psychologie. Et moi, je dirais tout est lié, tout est lié. Et c'est pourquoi le transdisciplinaire m'intéresse énormément. Donc, que ce soit de la psychologie, de l'écologie, de la spiritualité, je pense que franchement, tout est lié. Je m'en réfère à Edgar Morin, bien sûr, avec sa théorie de la complexité. Hein. On sait, hein, complexus, c'est ce qui est tissé ensemble. Donc, nous sommes, nous ici, tous tissés ensemble et tissés avec tous les éléments vivants. Pablo Servigne, lui, il a bien cité aussi ça. Pourquoi? Maintenant, il déborde, il n'est pas simplement un ingénieur scientifique, mais il va aussi sur les marges. Et il parle aussi de la transdisciplinarité. Je vais quand même évoquer des sages de ce monde. Le Dalai Lama, qui parle beaucoup d'interdépendance, hein, et qui dit que maintenant, on arrive avec des nouvelles prises de conscience et qu'il va falloir aussi vivre autrement. Et puis le pape François, dans son encyclique, que moi personnellement, j'étais contente de lire, parce que je disais, ça fait au moins 50 ans qu'on n'a pas eu un texte intelligent sur le plan justement d'une sagesse chrétienne. Et dans son encyclique, eh bien, Laudato Si de juin 2015, il a, je ne sais pas combien de fois cité l'expression « tout est lié ». Tout est lié. Et à la fin, il invitait à considérer ensemble la souffrance des pauvres et celle de la terre. C'était bien la première fois que j'entendais un pape dire ça. Et moi, personnellement, ça m'a fait du bien. Hein. Donc, tout ce qui arrive dans le monde nous touche. On fait partie du même tissu. Et le deuxième argument, c'est que pour changer le monde comme on le souhaite, il faut commencer par soi. Hein, combien de fois on entend pour changer le monde, commence par changer toi-même. Et ça, oui, c'est un peu ce que je vais m'employer à dire. Alors, commençons par l'éco-psychologie. Et pourquoi ça m'a tellement touchée? J'ai commencé déjà à m'intéresser bien à la question il y a une bonne dizaine d'années. Mais oui, c'est ça. Il y a 8 ans, j'ai reçu les parents d'une jeune femme qui avait tout ce parcours de recherche écologique et de quête, de vérité et de pureté, je veux dire, et qui avait fait une formation de bergère, enfin voilà, et puis de plus en plus, elle voyait comme une absurdité dans le monde. Elle s'est suicidée, j'ai reçu les parents, je peux dire que ça a été pour moi un premier événement qui m'a indiqué « Oh Cécile, il va falloir que tu t'occupes un peu de ce qui se passe aussi comme écho chez les personnes que tu reçois. » Moi, je le sentais, mais je ne pensais pas forcément que les jeunes pouvaient le sentir, et j'en ai reçu de plus en plus. Hein. Un autre jeune, pareil, enfin bon. Et puis, peu à peu, je me suis rendu compte que de plus en plus de personnes pouvaient ressentir cette angoisse un peu généralisée. C'est aussi ce qui m'a décidé à écrire mon livre. J'ai un fils qui était à l'époque à Tokyo en train de continuer ses recherches. Bon, bref, quand on est à l'université, on peut aller jusque dans ces pays-là pour continuer les recherches. Voilà. Et alors, il me téléphonait avec le décalage horaire très tôt le matin en me disant tout ce qu'il lisait sur l'effondrement. C'était il y a 6 ans en arrière. Et combien il traversait des dépressions. Alors ça, c'est pareil. Ça m'a vraiment alertée. Hein. Donc, j'ai réfléchi et c'est vrai que c'est important de voir. On a encore... Alors, je suis contente d'être avec vous parce que vous êtes tous initiés, instruits, éveillés, déjà engagés. Mais quand on regarde la masse de la population, il y a encore beaucoup de déni. Beaucoup de déni. Alors, le déni, il sert à se protéger. C'est un système, ça fait partie des mécanismes de défense, hein, en psychanalyse, ça fait partie des mécanismes de défense qui nous évitent de souffrir. Donc on ne le voit pas, on n'y pense pas, on le met de côté, ça n'existe pas et ça nous évite de souffrir. Et comme ça, on continue. Ça, c'est le déni général.
moi, personnellement, je trouve qu'il y a un déni volontaire de la part de nombreux politiques, parce que quand on s'aperçoit que depuis 1974, avec le rapport Meadows, entre autres, demandé par le Club de Rome, ils étaient tous au courant, et qu'on voit que ça avance très, très, très lentement, on peut bien penser que là, il y a un déni volontaire, hein, quand on parle des différents dénis. Bon, je sais bien, les politiques sont sous l'emprise des lobbies, mais quand même, ils ont en charge des populations, la responsabilité de population, comme nous, nos familles. Hein. Voilà. Alors, moi, je pense aussi que beaucoup de personnes vivent un déni, mais c'est assez involontaire. Bon, j'habite dans un territoire où les gens n'ont pas des professions très, comment je veux dire ça, c'est pas les CSP élevés, hein, les catégories socio-professionnelles élevées. Ça peut être des dames qui font le ménage chez les personnes âgées ou des personnes qui travaillent dans l'agroalimentaire, donc des petits salaires. Et ils sont fatigués le soir et ils regardent la télé. Eh bien, comment voulez-vous? Enfin, maintenant, ça commence évidemment dans les médias à se parler, mais ils sont peu avertis. Hein. Et là, pour eux, le déni, il est involontaire. Vraiment, pour moi, c'est plutôt inconscient. Alors, bien sûr, dans les campagnes, surtout cet été, depuis la 2e ou 3e fois, on a des sécheresses terribles, on a des cours d'eau qui disparaissent, le Doubs est disparu à sa source, et ça, c'était très impressionnant dans notre région, près du Jura. Et puis, dans les jardins, nous-mêmes, on a eu des micro-tomates de tout juillet-août. On n'a pas pu faire pousser. C'est seulement maintenant qu'elles ont poussé. Voilà. Donc ça, les gens du pays le ressentent, mais ils ressentent. Parce que c'est, comment on dit, ils peuvent le toucher. Voilà. Hein, voilà. Bon, mais d'une manière assez générale, moi, je ressens cette angoisse et cette inquiétude. Même chez des personnes âgées, je disais, je vois des grands-mères comme moi hein, qui se font du souci pour les petits. Et eux, comment ils vont faire? Souvent, j'entends ça. Et eux, comment ils vont faire? Voilà. Alors, j'ai mis de côté les climato-sceptiques parce que là, il ne faut pas abuser quand même. Voilà. Ou les ultra-techniques, ceux qui croient qu'avec des techniques fantastiques, on va y arriver. Alors, la prise de conscience sur l'impact, enfin, sur les états psychiques, ça me semble important. Ça me semble important que nous, les psys, on en prenne conscience. Alors, je donne aussi des formations avec mes collègues de psychologues, et j'essaye de leur dire, et puis avec d'autres, de leur dire, enfin, de les sensibiliser à cette question en disant les jeunes et les moins jeunes mais sont de plus en plus sensibles à cet aspect-là de l'effondrement et de ce que cela provoque émotionnellement en nous. Parce que jusque-là, les psys, les médecins, c'est un petit peu comme s'ils mettaient une cage tout autour de leur cabinet. Ils ne tiennent pas compte de l'environnement et de cette dégradation et de l'effondrement et de comment ça nous atteint. Or, moi, je pense, au-delà de ce que je vous ai cité comme exemple de suicide, je vois beaucoup de fuites, des fuites et des addictions, énormément. Et pour moi, ça, c'est aussi un mécanisme de défense par rapport à l'angoisse. Parce qu'il y a une sorte d'angoisse, d'inquiétude généralisée. C'est difficile hein, de se dire que la modernité, le mot qui recouvre maintenant l'ultramodernité, c'est l'incertain, l'incertitude. C'est pas facile du tout de se diriger là. Et pour les personnes plus âgées qui ont connu je sais pas comment vous dire ça, mes parents ont vécu la guerre de 39-40, moi j'ai vécu 68, c'était heureux, et moi j'ai vécu énormément d'années sans guerre et la progression, les 30 glorieuses et compagnie. Mais j'ai vécu avec cette reconstruction de la France, puis quelque chose qui va de l'avant, qui est positif. Et quand j'ai eu mes enfants, qui ont 40 et quelques maintenant, je voyais pour eux un avenir dans le même élan positif. Et c'est vrai que de m'apercevoir que ça c'était fini, ça m'a beaucoup atteint. Me dire non, c'est pas du tout ça. Et quand j'entends mon petit-fils hier, je l'emmène, on va à la pharmacie parce que son petit frère avait une angine.
Et alors il me dit, mais mamie, et alors il n'a pas encore 7 ans, mais mamie, mais peut-être un jour on n'aura plus de médicaments non plus. Waouh, ça m'a fait quelque chose aussi. Hein? Alors je dis, oh mais mon chéri, on se soignera avec des plantes. Parce que j'essaye déjà de leur apprendre. Bon, mais tout ça, ça fait frémir. Hein. Donc il y a beaucoup de fuites, beaucoup d'addictions. Moi, personnellement, je pense. Alors, c'est pas simplement l'alcool, le cannabis, les drogues, mais ça peut être les iPhones et autres smartphones. Ça peut être des jeux. Ça peut être... J'étais dans le métro, j'avais à côté de moi un qui jouait aux cartes sur son iPhone, l'autre il jouait à autre chose. Je me dis, mais tout le monde est pris dans des sortes de des petites cages. Hein, sur ces addictions-là pour fuir. Donc je parle de l'angoisse, je parle de la colère quand on s'aperçoit que rien n'a été fait alors qu'on savait. Ça a été mon cas, j'ai été vraiment en colère. Quand j'ai écrit mon livre, à un moment donné, je me suis dit, ben zut alors, on est fait comme des rats et ils le savaient. Hein, alors ça peut mettre une sacrée colère. Des dépressions, je parlais de mon fils qui passait des trous terribles quand il s'est aperçu de ça, parce que lui, il venait de faire son petit garçon. Hein, donc, c'est pas facile aussi. Combien de temps il m'a dit, est-ce que je fais des enfants, est-ce que je fais pas des enfants? Ça, c'est une question qui se pose. Hein, c'est difficile de se dire, dans quel monde on les lance? Comment les préparer? Hein, pas facile. Hein. Des insomnies. Moi, j'entends pas mal de personnes aussi qui après une émission, après un film, après ceux qui ont le courage de regarder ça, parce que c'est vrai que maintenant, il y a des émissions intéressantes sur ce plan-là, et après qui sont, dérangés. Allez, bon. Et on peut parler à ce moment-là du stress post-traumatique, parce que c'est un traumatisme pour nous de savoir que l'avenir ne sera plus pareil que celui que nous, dans nos générations, on imaginait. C'est un vrai traumatisme. Alors on parle vraiment du stress post-traumatique qui produit les mêmes effets, c'est-à-dire de l'angoisse, de la dépression, des insomnies, etc. Et on a des mots nouveaux maintenant qui émergent. Alors tu as parlé d'éco-anxiété, ça c'est sûr. Hein, j'ai envie de dire que ça se généralise. Et on parle aussi de la solalstalgie. Je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler de ce mot-là. Hein. Solalstalgie. Alors ça vient du mot latin soleil, c'est repris en anglais soleil, ce qui veut dire réconfort, et algie, maladie. Hein. Donc c'est la maladie de perdre le réconfort que nous donnait la Terre. Je ne sais pas si vous connaissez le livre de Bruno Latour, comment atterrir, un truc comme ça. Hein. Et lui, il a une belle formule, il dit, c'est comme si le sol se dérobe sous nos pieds. Comme si le sol se dérobe sous nos pieds. Comme si on ne marchait plus sur quelque chose de sûr, enfin. C'est symbolique hein, comme expression. Donc la solalstalgie, c'est la dépression que nous éprouvons, enfin la tristesse même, je vais dire. Hein. Ouf, ça va me faire un truc à la gorge. La tristesse que nous éprouvons à perdre la consolation que la terre, la nature nous donnait. Donc ça devient répertorié parmi maintenant les maux psychiques et les médecins vont se former petit à petit. Alors c'est tout nouveau, tout nouveau. Il y a une médecin de la santé en Haute-Savoie qui commence à écrire là-dessus, mais il n'y a encore pas de livre qui écrivent là-dessus. Alors, depuis quand même un certain temps, des psychologues, des psychothérapeutes ont travaillé sur ce thème. Et je cite donc Johanna Massy, et qui propose depuis quand même pas mal d'années des ateliers de groupe sur le travail qui relie. Donc, en groupe, elle propose de l'expression. Alors, je pense que c'est un petit peu des choses que vous faites là, enfin, je pense. Hein. Donc, avec trois pas importants. Moi-même, j'ai fait des journées comme ça de travail qui relie à la Johanna Massy. Voilà. Et c'est assez impressionnant. Enfin, c'est fort. Hein. Donc, dans un premier temps, on honore
et on remercie en quelque sorte la Terre, la planète, la nature de tout ce qu'elle nous apporte. Là aussi, je pense à mon petit-fils qui me dit mais alors mamie, mais alors qu'est-ce qui est fait avec les choses de la terre? Alors on était à table, alors il me dit alors je lui ai dit tu sais beaucoup de choses. Déjà ce qu'on a dans l'assiette, ça vient du jardin, mais les verres, c'est fait avec du sable, etc., etc. Enfin, on a énuméré beaucoup de choses, et donc c'est le remerciement à ce que la terre nous apporte. En deuxième temps, on exprime toutes les émotions et on pleure. Enfin, on laisse sortir notre tristesse de perdre cet environnement qui était riche et magnifique. Et tout ça pour ouvrir des pistes à l'action. C'est les 3 temps de Johanna Massy. Je vous cite juste un exemple de cette expérience. Il faut quand même que je regarde l'heure. Oui. Donc après le premier pas de honorer la terre, j'ai fait sur une grande table, j'ai mis des grands papiers et j'ai proposé au groupe qui était là, on était à peu près une vingtaine, d'exprimer avec des crayons de couleur, sans figurer quoi que ce soit, mais que ce soit des traits symboliques, d'exprimer les émotions qu'ils avaient par rapport à ce qu'ils ressentaient de destruction en cours. Et j'ai été étonnée. En très peu de temps, ils se sont précipités sur les feuilles et ils ont écrit, gribouillé, mis des traits, des mots. Et puis tout d'un coup, silence. On s'est tous écartés de la table et on a vu cette grande table. Et ça nous a donné l'impression un peu comme un catafalque, comme si on était en train d'enterrer quelque chose. Ça a été vraiment impressionnant. Et ça, j'en parle parce que c'est important de savoir que ça se passe en nous. On est en train de... Comment je veux dire ça? D'intégrer tout doucement qu'on perd... c'est la 6e extinction de masse, c'est 30% des oiseaux, 60% des insectes, enfin, etc. Quoi, voilà. Donc, ce travail, on est en train de le faire. Et ça nous mobilise. Donc oui, c'est important de reconnaître comment ça nous impacte émotionnellement. Et en même temps, et c'est ça qui est difficile, en même temps, on est obligé de continuer à vivre dans ce monde et qui n'est pas comme on voudrait. On voudrait déjà qu'il soit, mais non, il est encore comme ça. Moi, ce matin, il a fallu que je prenne ma voiture. J'ai beau avoir une voiture hybride, mais enfin, on sait bien que c'est... Bon, j'allais dire, c'est bidon, quoi. Donc, j'ai pris ma voiture pour faire mes 80 km pour aller à la gare TGV. Enfin, vous voyez un petit peu tout ça, quoi. Là, on est obligé de vivre cette dissonance cognitive. C'est-à-dire que moi, je sais qu'il faudrait que je reste chez moi à faire mon jardin. Mais j'ai pas d'autres moyens. Il n'y a pas de bus, il n'y a rien. Il n'y a pas de blablacar entre mon trou de Brest perdu et puis la gare de TGV. Bon, voilà. Donc, je suis en pleine dissonance cognitive à ce moment-là. Je sais ce qu'il faudrait faire, mais je ne peux pas le faire. Et je fais l'inverse. Et ça aussi, ça nous tord. Ça nous maltraite. Ça nous maltraite à l'intérieur de nous. Parce que j'essaye de continuer à réfléchir, à écrire. J'ai commencé un petit peu cet été. Et alors, je me disais, mais mince, on est même sous emprise dans cette société. Parce que je travaille un peu aussi sur on parle beaucoup des pervers narcissiques dans le monde psy. Et donc, des personnes qui nous mettent sous emprise. Et je me dis, dans notre société, là, on est sous emprise. Et en plus de ça, l'effet pervers, c'est qu'on nous pousse à y rester et à contribuer à cette emprise. Le petit exemple, alors on essaye de ne pas y être, nous ici on recycle, etc. Bon, mais combien d'années on a entendu il faut consommer, l'indice de la consommation augmente, c'est bien, la croissance, c'est bien, etc., etc. Les emplois, c'est bien, on l'entend encore. Quand Amazon va s'installer dans une banlieue lyonnaise, c'est pour dire mais oui, mais on va créer 300 emplois. Bon, voilà. Donc, les gens sont incités à continuer à consommer, à aller dans le sens de la production, de la croissance, de la compétition, de la vitesse,
faut aller vite, 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 tout le temps, vite, vite, vite. Les technosciences, le tout numérique, voilà. Et puis, n'oublions pas la civilisation du contrôle et de la trace. J'aime bien quand j'ai écouté, parce que j'ai pas lu Les Furtifs d'Alain Damasio, mais j'ai écouté une vidéo, j'ai trouvé très bon, quand il parle de la civilisation de la trace. On est tracé, hein. Voilà. Donc ça, toute cette vie est difficile pour nous, et forcément. Oui, alors je lisais aussi ça ce matin dans le TGV, une autre psychologue américaine, Caroline Becker, qui dit il faut vivre cette société. Alors, non, c'est pas elle, c'est un autre. C'est un autre qui parlait de la société de vigilance. Mais elle, Caroline Becker, elle disait il faut aussi subir l'éviscération de la classe moyenne. L'éviscération de la classe moyenne. J'ai trouvé ça juste. Hein, quand on parle de l'injustice climatique et sociale. C'est comme si la classe moyenne était éviscérée. Et c'est vrai que le niveau de vie des gens diminue, ils sont de plus en plus écrasés. Et ça aussi, ça fait partie de la souffrance globale de l'effondrement. Hein, oui, voilà. Bien, alors nous on essaye de ne pas être dans la tentation de repli, on sort quand même de nos campagnes par exemple, ou vous de vos chez vous. Et bon, pour avancer, on est bien obligé de passer par toutes les étapes du deuil. Alors je ne sais pas, vous avez dû voir ça déjà plusieurs fois, hein. Comment Elisabeth Kübler-Ross, cette psychiatre américaine, a bien travaillé sur les différents stades du deuil. Quand moi, c'est pareil, je reçois pas mal de personnes qui ont subi un deuil ou qui ont l'annonce d'une très très grave maladie. Dans le fond, c'est un petit peu la même chose. Assez souvent, au début, il y a ne pas y croire, une partie de déni, ensuite une révolte, un marchandage. Ah mais non, je voudrais vivre encore, je voudrais encore avoir ci ou ça. Et puis après, de la colère contre ce qui nous est imposé, le deuil en question. Et puis progressivement, oui, de la dépression. Et puis peu à peu, on arrive à l'acceptation. Alors, comme certains autres, moi je dis... j'ai traversé pas mal de ces stades-là. Je ne sais pas si j'ai tout accepté, je ne crois pas. Enfin, je ne sais pas si c'est possible. Et on aura des années et des années pour y arriver. Hein. Mais on est pareil, on est tous en chemin. En même temps, on souffre. Et en même temps, tout doucement, on est en train d'aller vers cette forme d'acceptation. Et quand je reçois des personnes qui sont endeuillées, enfin, je pense à quelques-uns qui ont perdu leur femme ou leur mari, par exemple, c'est un long chemin, en général 1 an, 2 ans, 3 ans, avant qu'ils arrivent à accepter que leur conjoint n'est plus là. Au début, ils gardent le parfum, le t-shirt, les affaires dans la maison, et puis encore, puis il est encore en eux, puis il est encore comme s'il allait rentrer, etc. Puis petit à petit, il y a moins de traces de sa vie. Et un jour, ils arrivent à accepter que oui, il n'est plus là. Il ou elle n'est plus là. Eh bien, nous, on aura encore des années pour accepter que la luxuriance qu'on a connue ne sera plus là. Bon. Mais ça nous permettra, comme aux personnes qui sont endeuillées et qui ont accepté que leur conjoint n'est plus là, de rentrer dans une nouvelle vie. Parce que tant qu'on n'a pas accepté, on n'arrive pas à entrer dans une nouvelle vie. Hein, c'est difficile en tout cas. Voilà. Et on retrouve plus de force à ce moment-là. Alors c'est ce que je me mettais, sortir de l'impuissance c'est ça. Il faut faire le deuil pour sortir de l'impuissance et pour commencer une nouvelle vie. Et ça nous permet, nous, ici, là, d'avoir conscience aussi de nos limites. C'est les limites de la Terre, mais c'est nos limites à nous, c'est notre finitude à nous. Ce deuil, c'est aussi la prise de conscience de notre côté mortel. Et du même coup, c'est ce qui arrive à ceux qui ont vécu une mort proche,
on se rend compte comment la vie est précieuse et comment il s'agit pour nous de l'apprécier comme le plus beau cadeau. Et ça nous pousse à vivre l'essentiel et dans l'ici et maintenant. Ça, c'est une des choses positives. Cette partie de l'éco-psychologie, je vais la terminer avec certains auteurs qui parlent de l'empowerment, c'est-à-dire de reprendre le pouvoir d'agir, parce que c'est difficile tout ce qu'on vient de traverser, et on sait, mais vous le faites déjà, qu'il nous faut agir personnellement et collectivement pour que les choses puissent bouger en nous, autour de nous. Et je pense, enfin... que tous ceux qui ont travaillé sur l'empowerment, alors c'est venu des États-Unis, c'était les femmes noires qui ont, et puis après ça a migré au Canada, un petit peu en France, c'est comment soutenir des groupes, et on incite beaucoup des personnes comme nous à se retrouver en groupe pour essayer de reprendre la capacité d'agir ensemble. Voilà, hein, c'était ça. Voilà. Et un autre collègue, Roland Goury, qui dit qu'il faudrait aussi reprendre nos capacités de penser. Parce que c'est comme si on ne pensait plus. On ne savait plus penser. Je continue maintenant sur... oui, c'est ça. Et il y a même Vandana Shiva qui a écrit aussi récemment hein, « Reprendre le pouvoir face à la toute-puissance des riches ». Donc il s'agit vraiment qu'on sache qu'on a un pouvoir et qu'on reprenne le pouvoir. Maintenant, voilà la partie de l'éco-spiritualité. Ça va aller, j'espère que ça va aller, je vais faire aller. Hein. Voilà, je disais rapidement que ce qui nous avait un peu plombé en même temps que l'avidité des riches de ce monde et des industriels et de la chimie, etc., c'est qu'on a eu une culture pratiquement depuis les Lumières et puis aussi avec la culture de base chrétienne qu'on a eue dans notre civilisation occidentale, une société, une culture qui était très très centrée sur l'humain, hein, on dit l'anthropocentrisme, coupé de la nature, comme si la nature n'existait pas, hein, comme si les animaux n'avaient pas d'importance, comme si les végétaux n'étaient pas vivants, comme si, voilà, alors on était nous, les hommes, les femmes aussi, bien sûr, hein, voilà, on était les plus importants. Et puis, la religion, alors, les scientifiques ont contribué à ça en découpant les objets d'études. Alors, il y avait ceux qui s'occupaient de la biologie animale, végétale, humaine, etc. Et puis, côté spirituel, eh bien, malheureusement, les premiers livres de la Bible ont été très mal interprétés. Alors, quand on reprend du grec et de l'hébreu correctement, on interprète correctement maintenant, ça a été très déformé. Et on a utilisé ça en disant toi, l'homme, tu domineras la terre. Alors, en réalité, c'est pas ça. Hein, c'est tu seras le gardien de la terre. Ça fait une grosse différence. C'est pas tu domineras, mais tu seras le gardien de la terre. Donc tout ça a causé des énormes dégâts, y compris au niveau du colonialisme, hein, puisqu'on a exporté ça gentiment partout. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de plaisir parce que je suis aussi enseignante de Qigong, donc je m'initie progressivement au taoïsme et je trouve ça assez merveilleux d'unifier la vision que j'avais jusque-là du monde, hein, enfin du cosmos, je veux dire, un petit peu loin peut-être, et puis dans le taoïsme, c'est vraiment l'univers vivant dont nous faisons partie. Et ça rejoint les recherches en physique quantique. Hein. Nous faisons partie de cet univers vivant. Donc tout ça enfin, pour moi, c'est vraiment joyeux de sentir que ça arrive. On le voit dans les cultures orientales. On le ressent chez les peuples premiers, qui en parlent très bien. Je viens de lire un dernier livre d'Éric Julien sur les Indiens Kogi. Ils le vivent complètement. Et puis, certains théologiens, même chrétiens, qui parlent du panenthéisme, c'est-à-dire Dieu est en tout. Voilà. Dieu est en tout. Et ça,
Ça fait du bien aussi de se dire, ben, quand même, ils réfléchissent un peu. Voilà. Donc ça, c'est pour le côté, oui, de changement de vision. Au lieu d'être tout centré sur l'humain, ben, c'est de se dire, nous, humains, on est fait de la même matière, on est dans le même tissu, on est fait de la même pâte que tout le vivant autour de nous, qu'il soit minéral, animal, végétal. On en fait partie. Donc, on sort de cet anthropomorphisme qui nous a causé beaucoup de dégâts. Une autre sortie importante, c'est celle d'un... Alors moi, je disais, ça serait bien de sortir d'une société égocentrique et d'aller vers une société écocentrique. Ça serait pas mal aussi. Parce qu'on nous a, depuis la civilisation du sujet, les Lumières, etc., on nous a vraiment orientés globalement vers quelque chose de beaucoup plus trop individualiste. Autant c'est bien la civilisation du sujet, parce que ça voulait dire qu'on avait la capacité de penser, on n'avait pas besoin de s'en remettre à Dieu, justement. Hein, on s'est libéré de cette emprise-là. Mais d'en devenir hyper individualiste, très très narcissique, etc., ça a causé beaucoup de dégâts dans le tissu social. Chacun pour soi et on ne s'occupe pas des autres. Voilà, donc ça... Au niveau éthique, je pense que c'est important parce que on a fait vraiment, comment je veux dire ça, je vais employer un mot religieux, on a péché par hyper égoïsme et puis hyper individualisme, une sorte de toute puissance, d'omnipotence, on s'est cru très fort et tout puissant comme des gamins. Donc il est temps de devenir des vrais adultes dans ce monde. Hein, c'est un peu ça. Voilà. Oui, je pense donc important de prendre soin. Alors je rejoins un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez la culture régénératrice d'XR, mais c'est un peu, ça se rejoint. Hein, c'est-à-dire prendre soin de soi, prendre soin des autres et prendre soin de la Terre. Alors prendre soin de soi, c'est pas du tout le narcissisme que je viens d'évoquer, mais c'est vraiment d'abord revenir au corps, revenir à son corps, revenir à son incarnation, ici et maintenant, être là, se ressentir. C'est avoir une meilleure connaissance de soi-même, prendre en compte ses émotions, on en a parlé là tout à l'heure, travailler notre capacité de penser, savoir aussi qu'on a une partie qu'on appelle, de manière très simple, on appelle l'âme, on l'a appelé de tout temps l'âme, mais c'est ce qui nous anime au fond de nous, hein, et qui nous fait un petit pont là avec le mystère, hein, qui nous dépasse. Le cœur profond, moi j'aime bien dire le cœur profond. Donc prendre soin, ça veut dire qu'est-ce qui me va pas, qu'est-ce qui me stresse, qu'est-ce qui m'attaque dans ma vie et qu'est-ce qui m'enrichit au contraire. Hein, oui, c'est ça. Et ça aussi, je ne sais pas s'il y a des confessionnaux à plusieurs, mais c'est très bon de pouvoir en parler entre personnes qui sont dans le changement. De la même façon, prendre soin des autres, avoir une sollicitude, c'est pas simplement la solidarité, mais c'est aussi de ceux qui nous entourent, comment vont-ils, comment ils traversent aussi eux cette période-là, comment tu vas, voilà, hein, c'est cette sollicitude, prendre soin des autres, prendre soin de la terre, bien entendu. Alors, c'est pas facile. Je ne sais pas comment font les Parisiens. Ah, pour moi, c'est terrible parce que je souffre toujours. Je me dis, mais où est le ciel? Et puis, je cherche des arbres. Et bon, alors, des fois, il y a des petits parcs. Mais je trouve que c'est difficile. Alors, c'est important. J'aime bien aussi ces mots de Michel Maffezoli, qui est à l'origine un sociologue, et qui parle de l'éco-sophie. Hein, c'est pas simplement éco-psychologie, éco-spiritualité, mais aussi l'éco-sophie. Hein, c'est une philosophie qui, comment je vais dire, alors je vais le citer, puis ça sera encore mieux. Voilà, Michel Maffezoli, qui a écrit en 2017. Alors lui, il dit, c'est la sagesse
d'habiter notre maison commune. La personne qui éprouve et qui vit cette écosophie, il se ressent comme participant à cet univers vivant, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, il a du respect envers les objets, envers l'environnement minéral, végétal et animal. Alors, je vais le citer encore. La sensibilité écosophique est une forme d'empathie, de passion intense et commune avec l'espace dans lequel on se situe, individuellement et communautairement. C'est en ce sens fort une syntonie. On est dans le ton du territoire environnant. Voilà. Ça, j'aime beaucoup cette notion de syntonie. C'est le partage, l'alliance instinctuelle avec les produits de ce territoire et ceux qui en sont les communs utilisateurs. Voilà. Alors c'est vrai que c'est pour moi facile à la campagne. Moi, je me sens en syntonie avec les végétaux, les abeilles, les moutons, je sais pas, la terre. On la voit souffrir, on voit les végétaux souffrir. Enfin, c'est plus facile. Mais je pense que vous aussi, vous pouvez en ville être en syntonie avec votre territoire et avec les personnes qui sont autour de vous, de toute façon. Hein, voilà. Alors, je reprends mon fil. J'ai plus beaucoup de minutes, mais je vais me dépêcher. Oui, je voulais en arriver à ce buen. Alors, il y en a qui parlent espagnol sûrement beaucoup mieux que moi, mais alors moi je le dis vivir, mais on doit dire vivir, je pense. Mais le buen vivir, voilà. Et je vais simplement dire que ce serait il y a des auteurs qui travaillent sur ce concept-là, si on peut dire concept, qui nous vient de l'Amérique latine. C'est le bien vivre. Alors, c'est le vivre ensemble dans la diversité et l'harmonie avec la nature. C'est tout ça. Alors, je trouve que ça, c'est très chouette. Actuellement, j'ai un ami espagnol qui est en train de traduire pour moi, parce que je l'ai poussé à ça, un théologien, José Tamayo, qui justement dénonce la colonialisation qui a été faite aussi par les religieux catholiques, à l'époque c'était catholique en Amérique du Sud, et qui dit on ferait bien de s'inspirer des peuples indigènes et d'arriver à une théologie avec du buen vivir. Voilà. Alors, je termine en disant, pour moi, il y a 4 aides intérieures, je parle de la vie intérieure, qui sont comme des préparations émotionnelles et spirituelles pour traverser notre effondrement et pour aller vers un horizon nouveau. On y va quand même aussi. Il y a les deux, parce qu'après la mort, il y a toujours une résurrection. Même dans les végétaux, je vois ça. On a des belles tomates maintenant. Oui, bah oui. Et donc, pour se préparer, moi, je pense, le sens du vivant. Et je mets le sens avec un grand S et le vivant avec un grand V. Parce que c'est un élan. C'est un élan et c'est une évolution. Je reprendrai un mot qui m'a beaucoup plu dans le dernier livre de Bertrand Vergely. Il dit « Nous devrions être en genèse permanente ». En genèse permanente. C'est-à-dire que même moi, avec mon âge qui avance, eh bien, c'est tout le temps grandir. Grandir, se faire grandir, évoluer. Voilà. Et dans un sens qui va toujours dans ce sens-là. Et pour moi aussi, ce qui me semble important, c'est qu'on soit en cohérence. Le plus possible. En cohérence. Avec ce qui fait sens pour nous. Vraiment. Ça aussi, quand mon fils me posait des questions, je lui dis, bon, écoute, il me semble principal, sois en cohérence avec toi, ce que tu as au plus profond de toi-même. Deuxième aide intérieure pour avancer, la joie de la fraternité. Alors, la fraternité humaine, c'est ce que je ressens quand je suis devant vos visages, mais aussi, je dirais, la fraternité universelle, avec tous les vivants. Je vous parle encore de mon petit-fils parce que c'est la période où ils sont avec moi, là, quand ils sont en vacances. Mamie, Mishka, alors Mishka c'est notre chienne, Mishka, elle est toujours contente. Je dis, bah oui, t'as raison, elle est toujours contente. Bah ça, c'est la joie.
C'est cette joie-là du vivant. Puis un peu plus tard, on est allé faire une petite rando de vélo. Puis on s'est arrêté, ils adorent ça. Alors je leur prends 3 biscuits et puis une bouteille d'eau. Ah, mamie, on goûte, tout ça. Puis alors, il y avait un étang très très calme, il faisait très beau. Le reflet de. Alors, le plus petit, il dit ah, ça fait comme un miroir. Alors je dis oui, c'est beau. Et puis l'autre, il dit oh, c'est un paysage de miroir. Ils étaient très inspirés, c'était très beau. Et j'ai passé un temps de contemplation avec eux et un temps de beauté. Et ça, c'est ma troisième aide intérieure. La première, le sens du vivant. Le deuxième, la joie de la fraternité. La troisième, la beauté dans la contemplation. Alors, c'est pas forcément s'arrêter, parce que c'est aussi quand il y en a parmi vous qui vont danser. Pour moi, c'est l'art. L'art, la créativité, etc. Hein. Bon, bien sûr, à mon âge, c'est un peu plus la méditation de pleine conscience, le qigong, le yoga. Mais bon, quand j'étais jeune, c'était la danse. Voilà. Oui, je voulais quand même pas oublier qu'on aura de plus en plus, alors je regarde les têtes, si c'est moitié-moitié, mais à peu près, de plus en plus de femmes, on les voit chez les toutes jeunes. Je ne dis pas que c'est forcément derrière Greta Thunberg, mais on voit chez les jeunes, j'ai regardé certaines vidéos en Pologne et en Allemagne, quand ils ont fait les manifs pour le climat et tout ça, et celles qui étaient en avant, et même oui, je crois que c'est en Pologne, c'était des filles. Et je crois que le féminin, qui est logiquement plus intuitif et sensible au niveau du cœur, ils ont moins peur du moins de leur sensibilité, eh bien, vont nous aider dans cette période-là. Hein. Et puis, ma dernière aide intérieure, eh bien, c'est, moi je dirais, le courage et la liberté dans l'action. Hein. Le courage, le mot, il vient c'est le même mot, la même racine que le mot cœur. Hein. C'est vraiment le courage, la force et la liberté dans l'action. Très important d'agir ensemble. Oui, très important. Voilà. Alors, vous me permettez encore? Oh, c'est 15h00, génial. Alors, j'ai encore... Non, mais ça va être très court. Ça va être une citation qui sera de Vandana Shiva. J'admire beaucoup cette femme. Alors, elle nous dit... Former une seule et même communauté terrienne, une seule humanité, unie dans ses différences pour se soutenir mutuellement, s'éloigner du précipice et échapper au règne destructeur, écocidaire et génocidaire de 1% de la population, voilà le chemin à suivre. Nous pouvons faire demi-tour et marcher vers notre liberté de vivre, de penser, de respirer, de manger. Je trouve que c'est très bon. Merci beaucoup de m'avoir écouté avec attention. Merci beaucoup Cécile, merci à toi. Et de finir sur des paroles positives, inspirantes. Inspirantes, exactement. Inspirantes et qui donnent un peu des repères et oui. Voilà, des choses sur lesquelles on peut s'appuyer pour se préparer à ce qui vient. Oui. On a encore un petit peu de temps, donc je propose qu'on fasse un échange avec la salle, qu'on puisse poser des questions, approfondir des points, réagir. Je ne sais pas si on a le micro formidable. Voilà. Vous êtes très bien équipés, hein, bravo. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Oui, ou des témoignages. Des témoignages. Oui. Ah, super. Chers collègues. Et méditants, mais jeunes psychologues, donc je suis heureux de pouvoir vous écouter. Donc, en dehors de la prise en charge du coup de cette éco-anxiété, qui est de plus en plus présente, et effectivement, moi que je vis aussi, oui. Est-ce qu'il n'y a pas un travail de prévention avec les jeunes, justement, prévenir cette éco-anxiété, c'est-à-dire en informant, peut-être réduire cette peur qui grandit? Oui. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous avez dit que vous formiez aussi les professionnels. Oui. Alors, j'ai un bon exemple. C'est une collègue, psychologue, mais psychologue dans l'éducation nationale, et qui forme des enseignants à faire des... Comment elle appelle ça
des cafés philo, un truc comme ça. Elle fait des cours, enfin, c'est pas des cours, mais des groupes autour de thèmes de philosophie avec des tout petits, en école élémentaire. Et c'est super. Elle dit, c'est génial, il suffit de lancer un sujet, de prendre leurs paroles tout à fait au sérieux, et c'est formidable ce qui se passe. Moi, je pense important de parler de ces thèmes-là, et de les aider à parler en groupe aussi, à s'exprimer. Ça, vraiment, ça, je pense. Et puis, tout ce qui pourrait être fait de contact avec la nature, leur apprendre à ça, leur apprendre à faire un jardin. Alors, dans les campagnes, on arrive peu à peu à reprendre, comme faisait la pédagogie Freinet, mais qui a un jardin dans l'école. Ça, c'était merveilleux. Ça revient tout doucement. Hein. Alors, je pense que pour la prévention, c'est évident que c'est un gros travail des adultes, en fait. Des adultes enseignants, des adultes parents, parents, parrains, tontons, tata, enfin tous ceux, à nous tous, il y a énormément de... je crois qu'on peut le faire à chaque instant avec les enfants. Oui. Parce que comment transmettre la notion d'effondrement à des enfants? Ah, c'est difficile. Ah, ça c'est difficile. Mais... c'est difficile parce qu'ils ont pas le sens de l'histoire comme nous on l'a. Hein, il faut attendre plus d'années. Mais quand même, ils peuvent avoir le sens... bon, il y a quelque chose qu'ils voient bien, c'est la pollution. Ça, ils le voient parce que c'est sensible. Ils voient les désordres climatiques aussi. C'est comme beaucoup de gens. À quoi ils sont sensibles encore? À la progression quand même technique. Hein, les petits enfants de maintenant qui vont dans un train à vapeur comprennent qu'on s'en sert plus et que maintenant c'est des trains. Il y a eu des trains diesel et qu'après c'est des trains électriques, par exemple. Hein, ça ils comprennent. Donc ils peuvent comprendre que peut-être un jour on n'aura plus d'électricité et qu'il faudra qu'on réinvente d'autres choses. Hein, oui, mais ça se fait tout doucement, petit à petit. Et toujours avec la possibilité de dire, eh bien oui, il faudra qu'on invente des choses. Ça, ils entendent. Une autre façon de vivre, peut-être on n'aura pas toujours ça, mais on fera ça. Voilà. Donc moi, pour les enfants, c'est beaucoup pouvoir parler de tout ça avec eux en respectant l'âge. Ensuite, il y a aussi, on fait de plus en plus, et heureusement, de la méditation pleine conscience. Enfin, c'est du yoga adapté pour les petits. Et ça, ils adorent. Je vais faire la grenouille, je fais le serpent, et ils adorent ça. Leur apprendre 1 minute de silence. En faisant, alors, le tout petit me dit, mais mamie, je fais la statue à l'école. Alors, je dis, ben, montre-moi, voilà. Et ben, ils aiment ça. Et il faut leur apprendre dans ce monde qui bouge et qui bruisse. Hein, c'est revenir à eux, en fait. Donc, les laisser parler et les prendre vraiment comme des êtres intelligents pleinement, et pas que dans les vidéos. Leur apprendre à s'arrêter et le silence, ce que nous, on appelle méditation. Et puis, la troisième chose, c'est... enfin, pas que, parce qu'il y a l'amitié, ça, mais c'est assez naturel chez eux. Si on ne les empêche pas, ils sont très amicaux, les enfants, entre eux. Hein. C'est juste à gérer, je pense. Et puis, la troisième chose, mais c'est relié aux 2 premières, c'est qu'ils puissent acquérir comme une sorte de, je sais pas, de vie intérieure. Et ça, c'est pas toujours facile. Mais il s'agit de les accompagner, je crois. Hein, je vous ai parlé de cet instant où on était devant les temps. Je crois qu'ils étaient là-dedans. Voilà. Ben, merci. Et bon travail à toi, alors. Hein. Ah, super. Bonjour. Oui. Alors moi, ce que je trouve difficile, c'est pas tellement quand on se trouve dans une communauté comme ça, parce qu'on est déjà tous un petit peu... Ben oui, avertis. Mais c'est de gérer un peu les relations amicales, les vraiment bons amis que j'ai, et qui, depuis quelque temps, sont en train de me regarder bizarrement, parce que moi, je m'interdis de les réveiller. Je pars du principe qu'ils sont un peu somnambules et que
la prise de conscience doit être un chemin un peu volontaire. Moi, j'essaie quand même de leur filer des indices. Oui. Mais le truc, c'est qu'apparemment, ils sont quand même dans le déni en plein, puisque s'il y a un peu un mouvement de recul comme ça, ça veut dire que confusément, ils sentent quelque chose. Et ça, en fait, moi, ça, c'est une grosse souffrance pour moi en ce moment. C'est de ne plus pouvoir avoir les relations amicales que je pouvais avoir avec mes propres amis. Et je m'en retrouve un peu isolée, même, quand même. Oui. C'est compliqué, je ne sais pas comment gérer ça. Oui, exactement. Mais ça, c'est un passage difficile, celui-là. Hein, quand on commence à être complètement conscient, et j'ai envie de dire qu'on n'est pas dans l'acceptation, mais oui, enfin, l'acceptation partielle que oui, c'est ça. Et en effet, qu'on se trouve tout seul. Et alors, on a l'impression que les gens nous prennent un peu pour des... Enfin, voilà, quoi. Hein, si tu y crois à ton truc... Enfin, moi, c'était un petit peu ça que j'ai entendu au début. Hein, si tu y crois... Enfin, voilà. Bon, mais peut-être quand même, comme vous dites, des indices qu'on peut mettre sur le chemin, quand même. Ça nous a, entre guillemets, aidés. Ça nous aide. Malheureusement, hein. Oui. 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 C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Oui, je comprends. Mais là, il y a vraiment une différence qui se vit à ce moment-là. Bon, alors on accepte qu'ils n'en soient pas au même plan, mais peut-être qu'on témoigne par notre vie. Quand même, on peut avoir dans la famille des gens qui font... Enfin, c'est pas par hasard que je prends cet exemple, parce que, bon, voilà, j'en ai. C'est très difficile, parce qu'ils parcourent le monde comme ça, en avion, sans arrêt. Sans arrêt. Ils prennent un ticket d'avion comme moi, je prends un ticket de métro 3 fois par an. Bon, mais eux, c'est très souvent qu'ils prennent l'avion, comme vous dites, pour aller passer des vacances, pour ceci, pour cela, parce que c'est pas cher. Là-bas, à Bali, c'est quand même pas cher. Hein. 1 euro, on mange presque bien. Hein. Bon, eh bien, non. Alors, il faut arrêter. Mais moi, j'avoue que c'est très difficile aussi pour moi. Très difficile d'accepter que ces tout proches ne se rendent pas compte. Mais souvent, c'est parce qu'ils tiennent à leur confort, à leur plaisir, à leur loisir. Ils sont prisonniers de la société de loisirs. Mais ça, j'adorerais, moi, avoir un peu des éléments de langage pour pouvoir dialoguer avec eux sans les juger, sans paraître... oui, oui, mais je crois qu'il faut simplement parler de soi à ce moment-là. Dire, écoute, moi, je crois que je vais faire mon dernier voyage en avion. Ça peut te sembler bizarre, mais oui, je pense que qu'on pollue comme ça l'atmosphère pour du tourisme, non, je le fais plus. Je ne vous parle même pas des conflits psychiques aussi, de ceux qui, pour leur activité professionnelle, sont amenés à faire des choses un peu catastrophiques. Ah, ça aussi, c'est très difficile. Oui. Mais on peut convaincre. Oui, c'est vrai. Bon, mais on peut convaincre. Enfin, j'ai des collègues que j'ai convaincus maintenant de faire tout par visio. On peut faire par visioconférence. Hein. Bon, je sais bien qu'on pollue aussi avec Internet. Enfin bon. Quelqu'un d'autre? Oui, une question. Merci beaucoup pour votre présentation. Je suis aussi psychologue clinicienne. Ah, merveilleux. et méditante aussi, et psychotraumatologue. Très et bien. justement, les 2 questions que je voulais poser, je ne suis pas sûre qu'on puisse y répondre, mais enfin, voilà, je les pose quand même, parce qu'elles m'interrogent. J'ai l'impression, quand on travaille normalement dans le psychotrauma, face à une situation traumatique, et on est face à quelque chose d'un traumatisme clair à venir, normalement, quand on travaille dans le psychotrauma, on accompagne les personnes face à un état de sidération, pour les reconnecter à un sentiment de sécurité et peu à peu pouvoir digérer tout ce qu'elles ont vécu. Sauf que là, on est dans une situation pré-traumatique. C'est-à-dire que l'état, la plupart du temps, des gens qui sont dans le déni, c'est certainement par un phénomène de dissociation et d'état de sidération par rapport aux éléments à venir, ce qui génère du coup la dissonance cognitive. Mais du coup, moi, la question que je me pose en tant que psychologue, c'est comment
aider par rapport à ces quantités d'informations où normalement moi j'aide par rapport à un sentiment de sécurité alors qu'on n'est pas en situation claire de sécurité. Donc moi c'était ma grosse question, c'est-à-dire que là on est dans une particularité de la situation qui est on est dans une situation pré-traumatique, ce qui est assez rare, alors qu'on sait travailler le post-traumatique. Voilà, ça c'était ma première question. Oui. Et la deuxième qui est un peu en lien avec ça, c'est le rapport qu'on a avec la mort, qui est j'ai l'impression, ça c'est mon avis personnel, que le rapport qu'on a avec la mort, c'est finalement de oublier qu'on est mortel, de vivre nos années un peu en se disant oui, je sais que je vais mourir, mais bon, je le mets au loin, et donc on n'est pas en contact vraiment avec notre mortalité, et ça arrive un peu plus tard, ou finalement dans des situations traumatiques, ça nous rappelle notre rapport à la mort. Et donc la manière de gérer la question de la mort, c'est en la niant ou en la mettant au loin. Or là, on est dans une situation où on ne peut plus justement oublier le fait qu'on est mortel, on l'a constamment là devant nous, et c'est réapprendre notre rapport à la mort avec la question du savoir vivre avec ce doute-là, avec cette incertitude, avec cet inconfort. Et ça me rappelle du coup la question sur comment on fait avec les enfants, parce qu'en fait les enfants, on les éduque d'une façon qui fait que pendant l'enfance, ils se sentent en sécurité, ils ne se sentent pas mortels, c'est ce qui crée un certain étayage, une certaine sécurité pour qu'il y ait tous les apprentissages. Et c'est au fur et à mesure, en grandissant, qu'ils prennent conscience de leur mortalité. Or là, on est effectivement dans une situation où le rapport à la mort va falloir le traiter beaucoup plus vite. Enfin, voilà. Donc ça, c'était mes deux questions. Je suis désolée, elles étaient un peu longues. Merci beaucoup pour tes questions. D'abord, tu as raison. Le pré-traumatisme, on est dans une situation pré-traumatique. C'est-à-dire que le traumatisme va arriver... Enfin, il commence déjà. Bon, déjà, il y a une première chose, c'est de voir qu'il commence déjà. Bon, ça, je pense que c'est important. C'est-à-dire, ça va être progressif, l'histoire de la taux ondulée, etc. Enfin, bon. Mais c'est vrai que c'est une question d'arriver à préparer les personnes qu'on est dans l'incertain. Il faut vivre avec l'incertain. Et ça veut dire se préparer à sans arrêt s'adapter. C'est la fameuse résilience. Donc on doit vraiment travailler pour la résilience. Ça veut dire aussi, c'est pour ça que j'ai parlé des aides intérieures, parce qu'à mon avis, ça nous oblige énormément à travailler notre intériorité. Parce que comment on peut faire autrement? Et ça répond un peu à ta deuxième question, parce que aider un enfant à progressivement trouver à l'intérieur de lui un petit espace de sécurité, au lieu que la sécurité soit extérieure. C'est vraiment trouver une sécurité intérieure. Ouais. Et du coup, je me permets de dire que je pense que c'est là où le rapport au sacré, à la spiritualité, pour moi, est une des clés. Ce qui est très difficile en tant que psy, je trouve, d'amener à un moment donné le sujet de la spiritualité en séance, mais pour moi, c'est une des réponses. Oui. Moi, c'est pour ça que je me suis lancée à le faire avec vous, parce qu'à mon avis, c'est très, très lié. C'est-à-dire que ce qui nous arrive globalement sur la Terre va nous obliger à ça. Alors, ça a été complètement évacué depuis 3 siècles à peu près, mais il n'y a pas. On va devoir y revenir à l'intérieur. Et la question de la mort, c'est ça aussi. En effet, on a expulsé la mort, c'était au fond des hôpitaux, dans les funérariums, et on ne parlait pas de la mort. Je vais encore parler de mes petits-enfants. On a enterré nos 2 chiens dans un coin du jardin. Quand on passe devant, ah, mamie, c'est là qu'il y a Balou et Babel. Voilà. Et ils savent qu'ils sont là et qu'ils sont morts. Et ils parlent de la mort facilement, mais on leur a parlé très tôt. Je crois que c'est progressivement, avec les petits patients qu'on reçoit. Ben oui, la mort fait partie de la vie. Et l'incertain, fait partie aussi de la vie, je crois. Merci pour tes questions, en tout cas. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il y en a une au fond, là-bas, une autre là. On va en faire 2 petites, alors. Alors, 2 petites. Deux petites. Je serai plus courte dans la réponse. Alors, je vous remercie toutes les deux d'avoir permis cette intervention. Je suis aussi psychopraticienne. Ah, merveilleux! Et en plus, je fais de la psychologie bouddhiste depuis plus de 20 ans. Oui. Donc, premièrement. Et deuxièmement, je suis née, j'ai envie de dire comme ça, les pieds dans la terre, comme un peuple indigène, comme vous les appelez. Donc, pour moi,
c'est pas quelque chose ni d'abstrait ni de futur, c'est vraiment quelque chose de concret depuis tout le temps, ce qui se passe. Et dans le ressenti aussi. Voilà. Et je remarque que les personnes qui viennent me voir en séance, depuis un certain nombre d'années, mais au moins depuis une dizaine d'années, disent c'est pas la même chose ici que ce qu'on a vu ailleurs. Et dans les événements traumatiques, même si les gens n'en ont pas conscience, moi je suis dans le 9-3 profond, c'est-à-dire là où il y a et pas d'argent, et pas de culture au sens développement mental, et pas de conscience, et surtout pas du tout on est prêt à rebondir et à s'adapter. Clairement, ils sont tous déracinés. Et puis sur le bord de la brèche au niveau financier. Donc c'est extrêmement compliqué. À la fois c'est compliqué et à la fois c'est riche parce que c'est l'expérience au sens... Enfin, vous parliez de pleine conscience, et bien là, c'est dans l'instant. Oui, c'est ça. C'est ce qui se passe. Voilà. J'ai juste envie de dire que, je vous demande, enfin voilà, juste ça fait un moment que j'ai envie d'animer un atelier d'un peu ce que vous avez nommé en groupe là. Le travail qui relie. Ici. Donc voilà, juste, je sais pas encore comment c'est possible de le faire, mais clairement, et là c'est bien ce qui se passe parce que j'entends, et puis vous l'avez super bien présenté, donc voilà. Merci. Parce que ça fait partie des choses que je trouve vitales. Absolument. Pour agir, pour se sentir bien à l'intérieur. Enfin, il n'y a pas 36 milliards de solutions, c'est aller mieux à l'intérieur, en tout cas s'ancrer. Oui. Et les peuples indigènes, pour ça, c'est un exemple formidable. Oui. Enfin voilà, je sais pas comment... Et je suis contente d'entendre une psy parler comme vous le faites, parce que 20 dieux, il n'y en a pas tellement qui parlent comme ça. Eh bien, 20 dieux, on est contente. Merci Céline. Voilà. Alors, au fond... La dernière. Donc, la dernière question. Oui, moi je viens du fin fond du 9-3, et où le développement mental autour de moi, je trouve qu'il est formidable. Je trouve qu'on est dans un temps où... je ne sais pas si ça rejoint votre expérience. Malheureusement, je suis arrivé 5 minutes avant la fin de votre exposé. Ah, d'accord. Mais où se rapprocher de ceux qui, depuis toujours, sont confrontés aux choses que certains d'entre nous ont nommées, on n'est pas cru, on n'est pas compris. Où est le sens ? Tous les choix sont mauvais. Et comment je choisis entre des chemins dont je ne vois pas sur quoi va se déboucher ? Les gens qui vivent dans l'extrême pauvreté, depuis toujours, ils traversent ça. Ceux qui arrivent dans notre pays en ayant traversé pendant des années à travers le nord de l'Afrique et la Méditerranée, ils ont vécu ça. C'est le temps d'aller les voir et d'être à leur côté pour pas qu'ils continuent à croupir dans des bidonvilles, dans des trucs infects avec leurs enfants, comme je le vois à Montreuil et ailleurs. Et la deuxième chose, c'est qu'on est dans un temps de conflit. Parce que le changement qui est nécessaire, il oblige à bousculer tout. Et c'est très difficile. J'ai entendu dans une conférence de Mignereau, il citait le fait qu'à Extinction Rebellion Londres, des gens ont failli lyncher des gens d'Extinction Rebellion. Parce qu'on les met dans une insécurité et sans réponse par rapport aux questions de sécurité qui est vraiment trop dur. Et là, j'ai un type dont je trouve qu'il fait des trucs passionnants, s'appelle Dominique Barter. On trouve des indications sur un site qui s'appelle cerclerestauratif.org, où depuis 20 ans, au Brésil, il expérimente qu'est-ce que ça veut dire de travailler les conflits, c'est-à-dire tout simplement s'adapter à l'ajustement, que tu ne penses pas comme moi, tu ne vis pas mon expérience, et pour le moment, ce que tu dis, ce que tu fais, ça me met en péril. Alors, oublie-toi. C'est ça, c'est vivre avec la différence. Hein. Oui. Vous pouvez redire, je vais prendre la note. Dominique Barter, B-A-R-T-E-R. B-A-R-T-E-R. Okay. Cerclerestauratif.org. Oui. Et puis pour ce qui est de découvrir qu'est-ce que vivent les plus pauvres et comment est-ce qu'ils peuvent nous inspirer, c'est atdcarmonde.org. Oui, mais ça, bon, je crois que normalement, si on a les yeux ouverts, on sait voir ça. Bien, alors c'est l'heure, donc je vais vous quitter. Je vous remercie beaucoup. C'était très bon pour moi de pouvoir venir parler avec vous, échanger avec vous, puisqu'on en a tous besoin. Voilà, au revoir. Merci beaucoup, Cécile.